Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo chiante. Voilà, aujourd'hui je suis à Biarritz et il fait très chaud. Je suis en tournée pour Comment épouser un milliardaire et je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle qui s'appelle Chair à canon. Et vu mes vidéos promo, je pense que ça va être un gros carton commercial. Voilà, donc dans le cadre de l'écriture de Chair à canon, je lis plein de livres super et je me suis dit que j'allais en partager certains avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager ce livre qui s'appelle La société ingouvernable de Grégoire Chamaillou parce qu'il est vraiment très intéressant. Il dit plein de choses merveilleuses et comme j'ai un peu du mal à vous les résumer, je vais vous lire des extraits. Ça va être très long, ça va être un peu relou, mais YouTube n'interdit pas les vidéos reloues, donc je fais ce que je veux. Et voilà, j'en ai lu un autre avant qui était vraiment super, qui s'appelle La sorcellerie capitaliste. J'ai oublié le nom des auteurs, mais celui-là, j'ai pas réussi à comprendre exactement, donc je ne vais pas vous en lire d'extrait. J'avais un peu l'impression d'être un ange de la télé-réalité en train de lire Martine à la plage, j'avais pas les codes. Donc voilà, celui-ci est plus simple à comprendre. Enfin, c'est pas simple non plus, hein, mais en tout cas, je l'ai lu 2 fois et j'ai réussi à un peu, hein. Pas non plus. Je suis pas capable d'en parler pendant des heures sans notes, mais un jour peut-être. Un jour peut-être je deviendrai comme Alain Decaux raconte ou Guillemin et puis je pourrais faire des vidéos super longues sans notes et tout. Mais là non, là j'ai besoin du livre. Alors donc dans ce livre, Grégoire Chamaillou remarque que dans les années 70, il y a un dégoût du travail salarié, de la soumission. Il y a une révolte qui a commencé à monter. Au début, les entreprises ont tenté l'autogestion des travailleurs, mais les managers ont râlé. Ils ont eu l'impression de perdre leur job et surtout, l'autonomisation des travailleurs, leur indépendance est une voie dangereuse parce que ça leur donne des mauvaises idées. Alors, les entreprises ont inventé l'insécurité sociale. Ils se sont rendus compte que la peur née de la crise de 29 avait disparu dans les années 70, que les jeunes avaient perdu la mémoire de l'insécurité, qui n'avaient plus peur et donc ils n'étaient pas prêts à accepter n'importe quel boulot, qui démissionnaient facilement. Ils avaient une intolérance à la frustration. Dans les années 60, il y a eu une baisse de la productivité due au plein emploi, à la protection sociale, à l'État-providence et à la puissance des syndicats. Ils se sont rendus compte qu'il fallait une bonne dépression. Donc les années 69-70, il y a eu un gel des salaires qui a permis de refroidir l'économie et de remettre les travailleurs à leur place. Alors pour attaquer l'État-providence, les entreprises ont utilisé une technique qu'il ne faut pas encourager les pauvres dans la pauvreté. Donc il y a tout un discours qui dit que les aides sociales, etc., c'est pas bon pour les pauvres parce que ça les entretient dans la pauvreté, que les pauvres ils doivent travailler dur. On étouffe le stimulant de la faim. Il faut la faim pour que les travailleurs redeviennent des travailleurs volontaires. Donc, il faut démanteler les amortisseurs qui autorisent les grèves. Il faut jouer l'insécurité économique pour que les gens continuent à faire un boulot qu'ils détestent. Les générations nées après 73, celles qui ont grandi à l'ère de la crise perpétuelle, ont intériorisé l'idée que chaque génération vivrait moins bien que la précédente. Ils ont réappris à avoir peur. Donc dans le livre, Grégoire Chamaillou détaille un peu toutes ces stratégies que les entreprises ont utilisées pour faire la guerre aux syndicats, pour démanteler l'État social. Il y a un passage que je trouve assez intéressant, c'est le passage qui détaille ce qu'est une entreprise. Une entreprise, c'est du gouvernement de part en part. Certaines techniques employées par le gouvernement politique, la pendaison par exemple, ne sont certes pas en vigueur dans les entreprises. Mais là n'est pas l'important. Les activités de l'entreprise mettent souvent les gens à mort, par incurie ou par pingrerie. Ce n'est pas émettre un jugement de valeur que de dire cela, simplement formuler un constat factuel. Arthur Fisher Bentley. Alors, il y a un économiste qui s'appelle Rummel, qui écrit un texte « Le management d'entreprise comme lieu de pouvoir ». Rummel commence par un constat que beaucoup font déjà à l'époque, celui de l'omniprésence de l'entreprise dans la vie moderne. L'entreprise est partout, dans tous les aspects, tous les replis, tous les moments et tous les lieux ou presque de nos vies. Nous dépendons du business pour la nourriture que nous mangeons, pour les vêtements que nous portons, pour les logements dans lesquels nous vivons, pour la plupart de nos divertissements et de nos loisirs, pour nous déplacer ou pour nous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. En grande majorité, nous en dépendons aussi pour nos emplois. Or, poursuit Rummel, toutes ces choses que fait le business, comment les fait-il? Il les fait en fixant en permanence des règles. Un business est un gouvernement parce que dans les limites de la loi, il est autorisé à faire des règles pour la conduite de ses affaires. L'entreprise jouit en ce sens d'une grande autorité privée.
Mais cette autorité privée, sur qui l'exerce-t-elle? Si le business est un gouvernement privé, qui sont les gouvernés? Les gouvernés, c'est nous. En tant que travailleurs, la chose est évidente. Tout au long de la chaîne hiérarchique de l'entreprise, nous sommes gouvernés par des règles produites par le business. Pour la plupart des gens, les règles qui affectent le plus leur vie sont celles dictées par leurs employeurs. Ces règles déterminent pour chacun où il doit travailler, ce qu'il doit faire, qui va lui donner des ordres, à qui il va pouvoir donner des ordres, ses promotions, sa discipline, le montant de ses revenus, la période et la durée de ses congés. Nous sommes encore soumis à ce gouvernement privé d'entreprise en une autre qualité, en tant que consommateurs. Certes, les consommateurs font des choix, mais il n'en reste pas moins que c'est le management qui décide là encore de l'offre, où et quand cette offre va leur être faite et à quel prix. Si l'entreprise est un gouvernement privé, ce n'est donc pas seulement au sens évident mais trop restreint où le management exerce un pouvoir sur les travailleurs, au sens où il s'agirait d'un gouvernement interne. Le management comme lieu de pouvoir, ça gouverne beaucoup plus que des salariés, ça gouverne aussi hors les murs, ça gouverne les individus dans presque tous leurs rôles sociaux et presque toutes leurs dimensions, tant il est vrai que chacun se trouve pris dans de multiples ordonnancements fixés par l'autorité privée de différents managers. Bref, l'entreprise, ainsi conçue, se met à apparaître comme un immense et proliférant gouvernement privé de la vie, beaucoup plus fin et beaucoup plus invasif que le pouvoir d'État. Au-delà de leurs propres membres, elle se mettait à gouverner le monde. Or, cette puissance inouïe se trouvait concentrée entre les mains de petites castes de managers, constituant un centre de décision autonome. Ce sont eux qui décident de façon discrétionnaire des prix et des investissements, qui choisissent les modèles à mettre sur le marché, qui pilotent l'innovation à leur gré, eux également qui orientent via la publicité ou le marketing les désirs et les goûts des consommateurs. Le management étant ainsi en position d'exercer aussi une domination stylistique sur la société. Donc, qu'est-ce qui s'est passé suite à ces constatations? C'est que les gouvernements, les citoyens se sont mis à se demander s'ils ne devaient pas légiférer ou avoir une influence sur les conséquences sociales et environnementales des entreprises. Alors, au début des années 70, il y a le début des responsabilités sociales des entreprises. Et là, il y a un passage très intéressant de Milton Friedman qui se bat contre la responsabilité sociale des entreprises, mais pour une raison assez amusante. Peu de choses me soulèvent davantage l'estomac que de regarder ces spots télévisés, en particulier ceux de certaines compagnies pétrolières, qui voudraient nous faire croire que leur seule raison d'être est la préservation de l'environnement. Celui qui exprimait ainsi son dégoût en 1972 n'était autre que Milton Friedman. Mais quelle était la raison de son haut le cœur? Ce qui révulsait l'économiste néolibéral, ce n'était pas l'instrumentalisation du discours écologiste par les firmes, mais tout au contraire, la dénaturation de l'esprit d'entreprise par son enrobage en des formules de babacool. La nausée de Friedman, c'est que les entreprises n'osent plus, comme si elles en avaient honte, assumer publiquement le mobile qui les anime, faire un maximum de profit. Certes, reconnaît Friedman, étant donné que le climat qui règne aujourd'hui dans l'opinion, l'aversion généralisée pour le capitalisme, les profits, l'entreprise sans âme, etc., il est de bonne guerre d'avancer masqué, prétendre servir l'intérêt public est certainement dans ce contexte la façon la plus profitable de poursuivre ses intérêts égoïstes, et en procédant de la sorte, le management ne fait que son travail. Je ne peux pas blâmer les dirigeants d'entreprise pour débiter de pareilles inepties. En fait, je les blâmerais s'ils ne le faisaient pas. Compte tenu de l'état d'esprit du public en général, prétendre être socialement responsable est une façon pour l'entreprise d'accroître ses profits. Alors, le passage d'après, c'est très intéressant, c'est comment ils ont fait pour que les entreprises n'aient plus de responsabilité, qu'ils ne soient pas soumis aux mêmes règles que vous et moi, qu'ils ne puissent pas être blâmés pour ce qu'ils font. Par exemple, j'ai écrit un spectacle sur Fukushima, Autopub, et c'est vrai que quand TEPCO a fait cette énorme catastrophe, le gouvernement japonais et les Japonais se sont rendus compte que plus personne n'était responsable, alors que l'entreprise était responsable dans les faits de tout ce qui s'était passé. C'était prévisible, c'était évitable, et pourtant, une fois la catastrophe advenue, TEPCO a été nationalisé et personne n'a été condamné, personne n'a été jugé. Et c'est un peu la même chose qui se passe aussi avec la compagnie d'électricité en ce moment en Californie, qui sont responsables en partie
des feux de forêt en Californie, ben c'est pareil, la société a été mise en faillite et maintenant on ne peut plus accuser personne de ce qui a été réalisé. Et donc dans ce passage-là, l'auteur explique comment cette transformation de la responsabilité des entrepreneurs est passée à une responsabilité dissoute grâce à l'actionnariat, par exemple, mais aussi à d'autres définitions. C'est ce qu'ils appellent le nexus. Qu'est-ce qu'une firme en tant que firme? Simplement une certaine forme de fiction juridique servant de nexus pour des relations contractuelles. Pas très clair. Qu'est-ce que ça signifie? Reprenons. La firme est une fiction juridique, c'est-à-dire une construction artificielle du droit autorisant certaines organisations à être traitées comme des individus. Une firme peut être considérée comme étant propriétaire, par exemple, d'un immeuble, on peut porter plainte contre elle, bref, on peut la traiter comme une personne juridique bien qu'elle ne soit pas un individu humain. Jensen et Meckling interprètent ces phénomènes de façon nominaliste sous le nom firme, personne fictive, il n'y a de réel que les agents dont elle se compose. 2. La firme sert de nexus, c'est-à-dire en latin de connexion, de nœud ou de lien entre les individus d'un groupe. Lorsque des personnes passent contrat avec elle, ce faisant, disent Jensen et Meckling, elles nouent en réalité à travers elles des relations les unes avec les autres. La firme se conçoit dès lors comme un grand entrelacement de contrats reliant des individus entre eux, sous ou par la fiction d'une entité juridique. Ainsi conçue, la firme n'est plus une entité réelle, juste le petit nom trompeur donné à un ensemble de relations contractuelles. La firme Nexus englobe non seulement les salariés, mais aussi les fournisseurs, les créditeurs, les actionnaires ou les consommateurs, en tant qu'ils participent eux aussi à des degrés divers de ce grand entrelacement. De sorte que cette définition rend incertaine aussi bien la question de l'appartenance à la firme, qui en est membre, qui ne l'est pas, que celle de ses frontières, quand est-on dedans, quand est-on dehors. Dès lors, à la limite, il n'y a plus de critique possible de l'entreprise, puisqu'il n'y a pas réellement d'entreprise, juste une fiction. Les protestateurs sont victimes d'un mirage, ils se battent contre des ombres. Vous critiquiez l'entreprise, vous exigiez d'elle, vous vouliez la remettre en question, mais tout ceci présupposait qu'elle existât comme une entité à même d'être interrogée. Or, en fait, il n'en est rien. Les nouveaux théoriciens de la firme sont des prestidigitateurs. Ils pratiquent l'escamotage, l'art de faire disparaître les objets qui sont sous les yeux des spectateurs. Donc c'est là qu'ils inventent la propriété par action. Parmi ces avantages, la responsabilité limitée. Antérieurement, dans un partenariat, chaque membre était co-responsable des dettes de l'affaire commune. Rien de tel dans une société par action. Si la société a des dettes, ce sont ses dettes. On ne va pas venir puiser dans la fortune personnelle des actionnaires pour rembourser les créditeurs. Si l'entreprise fait des profits, en revanche, ils ont de grandes chances de devenir leurs profits, tombant en dividendes dans leur escarcelle. Cette asymétrie du risque est très incitative, on peut empocher sans limite, sans jamais perdre plus que sa mise. C'est ce genre de réagencement très inventif des droits de propriété qui explique l'engouement pour la forme actionnariale, son extraordinaire développement à partir du milieu du XIXe siècle et la naissance de sociétés géantes, concentrant des capitaux à une échelle jusque-là inconnue et à vrai dire à peu près impossible au sein des formes de propriété antérieures. Il explique aussi qu'au départ, dans les années 1850, cette forme de propriété par action était considérée comme très critiquable par les propriétaires qui disaient mais non, un propriétaire doit être responsable de son entreprise, responsable des gens qu'il fait travailler, etc. Et au début, il y a une sorte de réticence vis-à-vis de ça. Ensuite, il parle de l'invention du patron. Pour quelle raison doit-il y avoir un agent central qui rafle la mise? C'est la question têtue qu'auront toujours à affronter ceux qui cherchent à légitimer l'existence d'une organisation sociale fondée sur le profit. Ses revenus, son gain personnel est en fonction du bénéfice total engendré par l'équipe. Il aura personnellement intérêt à la discipliner pour qu'elle dégage le plus de profit possible. Ah oui, il explique en fait pourquoi est-ce qu'on trouve bien de mettre un patron à la tête de l'entreprise qui gagne plus que les autres, parce que justement, il va bien discipliner l'entreprise pour faire le plus de profit puisque son salaire va être corrélé au bénéfice de l'entreprise. Mais encore faut-il qu'il dispose des moyens pour le faire, ce qui implique qu'il puisse à sa guise distribuer sanctions et récompenses. S'il est indispensable que le superviseur soit doté de tels pouvoirs, dont au premier chef celui de licencier, écrit un autre auteur de ce courant, c'est parce qu'un tel personnage doit toujours être en mesure de frapper, s'il le souhaite, les travailleurs d'une terreur divine. D'où cette définition, la firme doit être conçue comme l'appareil de police particulier destiné à la production en équipe. On ne saurait mieux dire.
Aux théories autogestionnaires qui fleurissent à l'époque, ils opposent donc une théorie policière de la firme. Le présupposé qui commande cette reconstruction rationnelle est qu'une équipe ne saurait coopérer efficacement sans un surveillant en chef, et que lui-même ne peut jouer pleinement son rôle sans s'approprier une part des bénéfices. On a là une généalogie policière de l'entreprise capitaliste qui dit au fond ceci: toute équipe a besoin d'un flic, garde-chiourme ou contremaître, et celui-ci, pour remplir efficacement sa tâche, doit avoir le droit de se payer sur la bête. Voilà, ça c'est ce que contredisent certains, comme les Fralib par exemple, qui sont SCOP. Je vais vous lire un dernier petit passage de cette première partie. Je vous préviens, cette vidéo va être très très longue parce qu'il y a beaucoup de chapitres qui m'ont plu et j'ai envie d'en partager beaucoup avec vous. Voilà, mais je vous lis un dernier passage sur comment l'entreprise s'est transformée. Il n'est pas inutile de rappeler comment fut accueillie au XIXe siècle la notion alors nouvelle de la responsabilité limitée des actionnaires. Ce privilège apparut à certains témoins, dont l'éthos était encore empreint d'une morale propriétaire classique, comme un véritable scandale. Dans toute nation civilisée, s'indignait ainsi en 1856 un juriste britannique: payer ses dettes, remplir ses contrats et réparer ses torts relève d'une obligation morale sanctionnée par le droit. Or, la responsabilité limitée permet au contraire à un homme de n'assumer les agissements de son agent que s'ils lui sont profitables, et de décliner toute responsabilité s'ils ne le sont pas, de spéculer sur les profits sans être responsable des pertes. Alors, comment ça a pu passer cette histoire de responsabilité limitée et de société par action? L'argument de fond, cependant, était que le primat actionnarial stimulait l'efficience productive, l'accaparement des profits que ces nouvelles apologies du rentier renonçaient à justifier en tant qu'expression du droit naturel des propriétaires. Elles la défendaient autrement au titre d'indispensable aiguillon d'une gestion performante. Produire à moindre coût, faisait valoir Fama, et dans l'intérêt des prétendants résiduels parce que cela accroît les flux de trésorerie nette, mais cela contribue à la survie de l'organisation en faisant baisser les prix. Gagnant-gagnant donc, se plier aux intérêts des actionnaires ne serait pas seulement bénéfique pour eux, mais aussi pour l'entreprise elle-même, ainsi poussée à accroître sa compétitivité en taillant dans les coûts, mais sur le dos de qui? On ne connaît que trop la réponse. Le paradoxe est que les transformations des méthodes de management directement inspirées par la vision actionnariale, constate Olivier Weinstein, ont eu pour effet de transférer une part importante du risque des actionnaires aux autres parties prenantes, notamment les salariés. Cette forme d'organisation fondée sur le profit se justifie en ce qu'elle est efficiente. Mais en quoi? Efficiente écologiquement? Socialement? Non. Elle est efficiente à faire à court terme du profit pour d'autres, efficiente à être efficiente. Ces théories de la valeur actionnariale ont fourni sa base à l'idéologie actuelle, justifiant les faveurs accordées aux actionnaires frauduleusement présentés comme des investisseurs, qu'il nous faudrait, au nom de l'efficience économique, récompenser encore et encore pour leur prise de risque. Mais lorsque ce nouveau discours émerge dans les années 70, en phase donc de conflictualité sociale intense et de rejet montant du capitalisme, on n'y croit pas. Y compris parmi ceux qui auraient dû en être les partisans immédiats, les critiques sont rudes. Les néoconservateurs en particulier n'y vont pas de main morte. Le capitalisme libéral, s'inquiète Christol, n'a que peu de chances de survivre. Car enfin, que proposent les néolibéraux? Une apologie du capitalisme qui correspond en tout point à l'image repoussoire brandie par ses opposants. Mais qui donc pourrait bien vouloir vivre dans une société dans laquelle tous sont engagés dans une course à l'argent, dans une poursuite obsessionnelle de ses propres intérêts matériels? Pour le dire autrement, qui veut vivre dans une société où l'égoïsme et l'égotisme sont célébrés comme des vertus cardinales? Une telle société, comme nous en ont averti à peu près toutes les traditions philosophiques et religieuses, serait impropre à l'habitat humain. Comment pouvez-vous, rétorque-t-il en somme, penser sérieusement défendre le capitalisme en admettant qu'il est conforme à ce qui lui a toujours été reproché? Milton Friedman le reconnaissait lui-même à sa manière. Le néolibéralisme, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, ce n'est pas très vendeur. Il est plus facile de vendre des idées collectivistes simplistes que de vendre des idées sophistiquées sur la libre entreprise. Prenez le thème de la responsabilité sociale. Pourquoi ce non-sens est-il dans l'air du temps? Parce que c'est simpliste, facile à vendre. Ainsi se console-t-il, non sans complaisance, si nos idées ne sont pas populaires, c'est sans doute parce qu'elles sont trop subtiles. Trop subtiles qu'on en juge. Les dirigeants d'entreprise ont-ils d'autres responsabilités que celle de faire le plus d'argent possible pour leurs actionnaires? Et ma réponse est que non, ils n'en ont pas d'autres.
Mais les néoconservateurs avaient une autre explication. Si les thèses néolibérales sont si peu attractives, ce n'est pas tant du fait de leur prétendu raffinement intellectuel que de leur sécheresse éthique. Faire le plus d'argent possible pour les actionnaires, c'est vrai que ça ne fait pas vraiment rêver. La grande entreprise, écrivait Cristol en 1974. La grande entreprise, écrivait Cristol en 1974, ressemble de plus en plus à une espèce de dinosaure en voie d'extinction. Le milieu est hostile. Si elle ne s'adapte pas, elle mourra. Qu'est-ce qui a changé? Principalement ceci, les grandes entreprises, étant donné leur gigantisme, les implications de leurs décisions pour les vies de tous ne sont plus vues comme de simples affaires économiques privées, mais comme des institutions de pouvoir à dimension publique. Voilà pourquoi on leur demande des comptes, qui vont au-delà de la profitabilité économique. Voilà aussi pourquoi se borner à répondre sur ce terrain est notoirement insuffisant. Les dirigeants d'entreprise doivent apprendre à gouverner, et pas simplement à diriger ou à administrer. Et gouverner, c'est penser politiquement. La suite dans quelques minutes. Bonjour, bienvenue dans ma deuxième partie de cette vidéo chiante qui a pour but de vous lire des extraits d'un livre que j'ai adoré qui s'appelle La société ingouvernable. Voilà, je suis donc en direct de Biarritz, des hauteurs d'une petite ville qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Voilà, il y a la Rhune derrière moi et il fait 25-30 degrés et on est le 24 février. Voilà, mais bon, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je vais donc vous lire la deuxième partie qui s'appelle Un monde de contestataires. Dans cette deuxième partie, Grégoire Chamaillou, l'auteur, évoque le contractivisme d'entreprise. En gros, dans la première partie, on a vu toutes les oppositions qui s'élevaient contre les multinationales, les oppositions écologiques, les oppositions sociales. Et dans cette deuxième partie, on va voir comment les entreprises se sont mises à gouverner elles-mêmes les États afin de favoriser le business, en gros. L'entreprise en soi, puisqu'elle est dans une lutte concurrentielle, est en guerre. Arthur Führer, administrateur délégué du groupe Nestlé. Dans cette première partie, de cette deuxième partie, les entreprises essayent de comprendre quels sont les différents types d'activistes. Il y a les radicaux, les opportunistes, les idéalistes et les réalistes. Et il explique comment les entreprises vont apprendre à faire des compromis avec les réalistes, à rallier à leur cause les idéalistes et du coup isoler les opportunistes et les radicaux. Voilà, telle est la stratégie générale, coopérer avec les réalistes, dialoguer avec les idéalistes pour les convertir en réalistes, isoler les radicaux et avaler les opportunistes. Il évoque le boycott de Nestlé, par exemple. Dans la partie suivante, ça s'appelle le management des problèmes. Les entreprises devaient cesser d'être des entreprises pour devenir des stratèges. L'objectif non dissimulé était que les entreprises se rendent capables de manager la politique publique. Nous n'hésitons pas, assumait Chase, à parler de management de la politique publique par l'entreprise. La politique publique n'est pas le domaine exclusif du gouvernement. Dans notre société pluraliste, la politique publique est le résultat d'une interaction entre des points de vue publics et privés. L'entreprise, en tant qu'institution, a tous les droits moraux et légaux de participer à la formation de la politique publique et de ne pas se contenter de réagir à des politiques conçues par le gouvernement. La participation aux politiques publiques, plaidait de même David Rockefeller, est à la fois une responsabilité élémentaire des dirigeants d'entreprise et une fonction de management qui, comme n'importe quelle autre, doit être traitée avec une discipline d'affaires systématique. Les entreprises doivent établir des objectifs en termes de politique publique, fixer des priorités, mettre en œuvre un plan efficace et tracer des lignes directrices à l'aune desquelles mesurer leur succès. Sous couvert de pluralisme, il s'agissait en réalité d'imposer la prééminence politique des intérêts du capital. Alors, arroser les chercheurs, acheter des avis scientifiques, semer le doute, car c'est cela aussi le management des problèmes, une politique de la vérité qui cherche à influencer tout autant la formulation des problèmes que l'établissement des faits. Un type d'approche, analyse Peter Ludlow, qui ne vise pas seulement à cacher la réalité, mais à la produire, quitte à recourir à des attaques épistémiques massives. L'une des premières multinationales à adopter de façon systématique ce genre de stratégie proactive fut Monsanto. Une experte est responsabilité sociale recrutée par la firme de Saint-Louis Margaret Stroop
mit en œuvre dès la fin des années 70 une approche directement inspirée du management des problèmes théorisé par Chase, convaincu qu'analyser l'environnement total constituait pour la firme une tâche tout aussi vitale qu'analyser le marché. Elle établit une cellule de chercheurs chargée du scanning de l'environnement et de l'identification des problèmes. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que je trouve que ça montre un peu à quelle opposition nous, qui sommes... c'est le chien. Qui sommes, inquiets pour l'environnement, inquiets pour les problèmes sociaux. Enfin, on voit qu'en face, c'est quand même très, très organisé, très... Enfin, on voit qu'on est quand même face à des forces très puissantes, beaucoup plus puissantes que moi, par exemple. Ah voilà, ça c'est marrant. Ils expliquent là à quel point la stratégie militaire peut être utile pour les entreprises. Lors d'une conférence organisée à Houston en 2011 sur les relations avec les parties prenantes, alors les parties prenantes, ça peut être les activistes, la société civile, les écolos, etc. Dans le cas particulier de la fracturation hydraulique pour l'extraction du gaz de schiste, un dénommé Matt Carmichael, chargé des affaires extérieures pour Anadarko Petroleum, donnait des conseils de lecture à son auditoire. Si vous êtes un chargé de relations publiques dans cette industrie, je vous recommande 3 choses. Téléchargez le manuel de contre-insurrection de l'armée américaine, parce que ce à quoi nous avons affaire ici, c'est à une insurrection. Il y a beaucoup de leçons utiles à tirer de ce texte. Moi qui ai un bagage militaire, j'y ai trouvé des idées vraiment remarquables. Il y a un cours à Harvard et au MIT 2 fois par an, ça s'appelle Gérer des publics en colère. Prenez ce cours. Il y a beaucoup de gradés dans notre armée qui suivent cet enseignement. Ça vous donne les outils. Je possède un exemplaire des règles de Rumsfeld. Vous connaissez tous Donald Rumsfeld, c'est un peu ma Bible. C'est comme ça que je procède. Il est donc vital de retracer et de cartographier les relations entre les parties prenantes. Et là encore, pardon, ça a coupé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je vais perdre des followers. Bon, bref. Il est donc vital, poursuit le fils indigne, de retracer et de cartographier les relations entre les parties prenantes. Et là encore, les militaires sont un modèle à suivre. L'armée ne dépense pas des milliards de dollars en data mining juste pour le fun. Ils veulent savoir qui a des relations avec qui. Les entreprises doivent faire de même. L'idée est d'avoir une base de données qui contienne non seulement les enregistrements de toutes vos conversations offline, mais aussi de toutes vos conversations online, ce qui vous permettra de vous rendre compte que Marie, par exemple, quand nous avons parlé avec elle de la fracturation hydraulique, nous a dit à nous « Oh, c'est une très bonne idée », et qu'ensuite elle est allée sur Twitter pour dire « Ces sales bâtards vont faire de la fracturation près de chez moi ». Comment donc pourriez-vous le savoir, sinon il faut vous mettre à combiner vos données. Et quand on passe de la firme contrat à la firme conflit, les concepts à nouveau se dédoublent. Sous l'aspect éthique, on parle de reconnaissance de l'autre. Sous l'aspect stratégique, on pratique l'identification militaro-policière. Sous l'aspect éthique, on glorifie le dialogue. Sous l'aspect stratégique, on mène le combat. Avec ce paradoxe que des catégories dépolitisées servent à faire de la politique, que des catégories démilitarisées servent à faire la guerre. Entre la conception de la firme comme nœud de contrat et celle de l'entreprise comme machine de guerre, rien de commun intellectuellement parlant, et pourtant, le triomphe de l'une ne rendait que plus nécessaire encore le développement de l'autre. La réorientation néolibérale de la gouvernance d'entreprise, son réalignement drastique sur le profit actionnarial ne va pas sans entraîner des impacts sociaux et environnementaux massifs qui, si Polanyi a raison, tendent historiquement à susciter de puissants contre-mouvements sociaux auxquels le management ne saurait en retour faire face en restant dépourvu de pensée stratégique ad hoc. Alors, dans la partie suivante, ça raconte un truc intéressant. Quand Soft Law, ça parle du fait que les syndicalistes, les écolos, etc. ont essayé de réguler les multinationales et comment les multinationales ont empêché toute forme de régulation. À l'ONU, les projets de régulation internationale portés par les confédérations syndicales entrent en résonance avec l'agenda anti-impérialiste d'une coalition de pays non alignés, dont beaucoup avaient fraîchement conquis leur indépendance. À l'initiative du président algérien Boumedienne, l'Assemblée générale adopte en mai 1974 un programme d'action pour l'établissement d'un nouvel ordre économique international. 6 mois plus tard, la Charter of Economic Rights and Duties of States réaffirmait la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles et leur droit inaliénable à exercer leur autorité sur l'investissement étranger, y compris le droit, contre compensation, de nationaliser, d'exproprier ou de transférer la propriété de possessions étrangères.
Cette dernière phrase était tout particulièrement inadmissible pour les milieux d'affaires. Tu m'étonnes. Ce fut le branle-bas de combat. L'entreprise multinationale, écrit en 75 David Rockefeller, se trouve assiégée de toutes parts et la bataille n'est encore qu'à ses débuts. Universitaires, écrivains, économistes de gauche et politiciens accusent aujourd'hui ce nouveau Satan de délocaliser la production, d'exploiter les pays en voie de développement en accaparant leurs ressources, de pratiquer l'évasion fiscale et d'éroder la souveraineté des États-nations. Nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour briser le siège, faute de quoi il est tout à fait possible que les multinationales soient gravement touchées, voire même détruites au cours de la prochaine décennie. L'ONU a déclaré la guerre aux multinationales et au système de la libre entreprise. Alors comment vont-ils faire ? Du côté des pays riches, on considéra que la meilleure défense contre l'assaut lancé contre les intérêts économiques occidentaux était l'attaque. Et cette attaque prit la forme d'une concession apparente. Considérant qu'il serait plus facile d'obtenir un consensus entre pairs, l'administration américaine poussa l'OCDE à rédiger son propre code de conduite. Si on changeait d'arène, optant pour un forum plus favorable, si à l'ONU les pays développés étaient en minorité, à l'OCDE ils étaient chez eux. Là, ils pouvaient aller vite, l'OCDE ne mit qu'1 an et demi à élaborer ses principes directeurs pour les entreprises multinationales. Recommandations non contraignantes, aux formulations larges et parfois ambiguës, qui furent adoptées en juin 1976, soit 6 mois avant même que l'ONU ne commence à plancher sur son propre code. De fait, les codes envisagés à New York, embourbés dans des négociations mettant aux prises des positions irréconciliables, ne virent jamais le jour. Voilà comment la course aux codifications rivales fut gagnée par l'OCDE. Ce fut une réaction rapide du monde riche face à l'émergence menaçante d'un code de conduite juridiquement contraignant, beaucoup plus dur, négocié par les Nations Unies à New York, une frappe préventive, code contre code. Le soft law tire son origine d'une bataille perdue, au terme de laquelle sa signification et sa fonction politique ont été inversées. D'armes des pays du Sud, il se mua en bouclier pour les multinationales du Nord. Aux antipodes de la vision optimiste, le soft law devient l'instrument majeur d'une stratégie d'évitement de la régulation visant le maintien éternel d'une norme mort-née dans les limbes du droit. Le business n'est pas hostile à toute régulation, seulement à certaines. Typiquement, lorsque l'OCDE promulgue en juin 1976 son code de conduite volontaire sur les multinationales, elle assortit le même jour dans le même package d'accords contraignants pour les États membres sur les aspects les plus décisifs de l'affaire, dont le principe de l'égalité de traitement entre entreprises nationales et étrangères. On jongle ainsi entre les modalités. La texture et la consistance de la norme ne sont pas homogènes, elles varient selon les objets considérés. Surface douce et molle pour les droits sociaux, rigueuse et ferme pour les droits de propriété. En clair, plus les compagnies adoptent volontairement des pratiques responsables, plus l'appel à un allègement du contrôle et de la régulation devient crédible. Ensuite, le chapitre d'après s'appelle Coût-bénéfice et il explique que les entreprises vont apprendre à chiffrer les vies humaines, les pertes environnementales, afin de voir si il était plus rentable pour eux d'éviter de polluer ou si c'était plus rentable pour eux de continuer à polluer. Et à partir du moment où c'est plus rentable pour eux de continuer à polluer, détruire l'environnement, détruire des gens, dans ce cas-là, le gouvernement n'a pas le droit, au nom du profit, de les empêcher de faire plus de Pays Basque. Il y a des armes un peu. Donc voilà, en gros, le principe du coût-bénéfice, c'est si une vie humaine coûte moins cher que ce que ça va nous rapporter, alors vous n'avez pas le droit de nous empêcher de polluer une rivière et de continuer à faire notre travail. Concrètement, s'il coûte plus cher à l'entreprise de réduire ses émissions de fumée qu'aux victimes de soigner leurs maladies respiratoires, alors l'industrie pourra continuer à polluer. On met en balance le montant des dépenses de santé pour les riverains avec les coûts qu'il y aurait pour l'industriel d'éviter de les leur infliger. Inversion d'un vieil adage, mieux vaut guérir que prévenir.
La définition capitaliste de la valeur a aussi et plus radicalement dépendu d'un partage fondamental entre ce qui allait être ou non pris en compte. Elle s'est fondée, rappelait l'historien Carol Quigley, sur la décision de ne comptabiliser que les coûts économiques mais pas les coûts sociaux. Dans le nouveau système industriel du début du XIXe siècle, tous ces coûts, transport des travailleurs vers et hors de l'usine, logement, éducation, retraite, enterrement, maladie, soins des orphelins, furent exclus de la comptabilité de l'entreprise. Faut-il dès lors s'étonner de son succès financier? Le capital profite d'un ensemble d'externalités positives dont il n'assume qu'une fraction du financement. Il se soulage, en outre, sur son environnement social et naturel de tout un ensemble de négativités dont d'autres humains et non humains supportent le fardeau. Ce n'est qu'à la condition cachée de cette double dispense des coûts réels de la production qu'il peut se présenter comme économiquement bénéficiaire. Le capitalisme est une économie de la décharge. Avec son concept de coûts sociaux, Cap radicalisait une thèse avancée dans les années 20 par l'économiste Arthur Pigou. Dans certains cas, remarquait ce dernier, une production bien que profitable pour l'agent privé qui l'entreprend entraîne pour la société des pertes supérieures à ses gains à lui. L'existence ponctuelle d'une divergence entre produits privés et produits sociaux invalidait sur le mode d'une exception le raisonnement des adeptes du laisser-faire. En pareil cas, il est manifestement faux de prétendre que la poursuite de l'intérêt égoïste maximise la valeur totale. Pour corriger ce genre de dysfonctionnement, concluait Pigou, il est nécessaire qu'une autorité plus vaste intervienne et s'attaque aux problèmes collectifs de la beauté, de l'air et de la lumière. L'État pouvait et devait intervenir en pareil cas par des encouragements extraordinaires ou des restrictions extraordinaires, subventions d'un côté, taxes de l'autre. On voit bien que c'est pas ce qui se passe actuellement. Alors pourquoi? Au sein du consensus antérieur, on s'accordait pour dire qu'il était souhaitable, en cas de pollution industrielle, de rendre le propriétaire de l'usine responsable des dommages occasionnés. Or, ceci, Knight et ses camarades le contestent. Il revient de formaliser l'argument. On pense communément, dit-il, que toute mesure supprimant la nuisance est nécessairement désirable, mais c'est là un préjugé, car il ne faut pas oublier qu'en pareil cas, pour éviter le préjudice causé à B, on inflige un préjudice à A. Si la pollution a un coût pour les pollués, les mesures anti-pollution en ont un aussi pour les pollueurs. Avant de décider quoi faire, il faut mettre les deux dans la balance. Si une entreprise déverse des polluants dans un cours d'eau, elle impose aux usagers des coûts qui peuvent excéder ses propres bénéfices. Il ne s'ensuit pas que la pollution est un comportement immoral auquel il faudrait mettre fin. Considérons le cas réciproque où l'entreprise, par égard pour les usagers du fleuve, ne pollue pas et opte pour une méthode plus coûteuse d'élimination des déchets. Dans cette situation, les usagers de la rivière imposent aux investisseurs, aux employés et aux consommateurs de l'entreprise des coûts qui peuvent excéder leurs propres bénéfices. Ni polluer ni s'abstenir de polluer n'est a priori éthiquement ou moralement correct. Un peu comme si, au prétexte que le fait de blesser quelqu'un et le fait de le soigner ont tous deux des coûts, on pouvait en conclure que les deux actes sont éthiquement indifférents. Je t'ai blessé et ça te coûte, mais te soigner me coûterait à mon tour. J'en conclus donc, vous dit l'économiste, que ni le fait de te nuire ni le fait de réparer le préjudice que je t'ai fait subir n'est a priori éthiquement ou moralement correct ou incorrect. Si nous supposons que l'effet nocif de la pollution est qu'elle tue les poissons, la question à trancher est la suivante: la valeur des poissons perdus est-elle supérieure ou inférieure à la valeur du produit que la contamination du cours d'eau rend possible? Si les poissons morts valent moins que la production de l'usine chimique, ce qui est plus que probable, alors il est économiquement rationnel de les laisser crever. Le néolibéralisme est fondamentalement un anti-écologisme. Voilà, je trouve ce livre très intéressant parce qu'il donne vraiment les concepts qui sont en circulation dans les entreprises. Alors après, il parle du marché des permis à polluer, comment on a inventé les permis à polluer et le fait que les permis à polluer ne sont pas forcément équivalents pour le pollueur et pour le pollué. Souvent, les pollués sont moins riches que les pollueurs. Donc les pollueurs peuvent payer très cher des permis à polluer, mais pour défendre leur vie, votre consentement à payer est borné par votre capacité à payer. En gros, les pollués sont souvent moins capables de payer pour préserver leur vie. Vous donneriez sans doute tout au monde pour sauver un être cher, mais vous ne pouvez mettre sur la table que ce que vous avez. Le critère du consentement à payer est structurellement distordu par la structure des inégalités économiques.
Si l'on utilisait ce principe pour décider par exemple de l'implantation d'un parc dans une zone résidentielle cossue ou dans un quartier populaire, il est plus que probable qu'au jeu des enchères, le premier groupe de résidents l'emporte. S'il s'agissait de décider de la localisation d'une décharge ou d'une usine de cellulose, il est tout aussi certain que les seconds perdent encore. Dans une société inégalitaire, confier au marché la tâche de réallouer des droits environnementaux aboutit nécessairement à laisser les plus riches se décharger des coûts sociaux sur les plus pauvres. Ce sont ceux qui n'ont pas les moyens de payer en argent qui paieront en nature, et ceci dans un cercle vicieux où l'inégalité économique attire à elle une inégalité environnementale qui aggrave encore la misère réelle des dépossédés. C'est pour ça qu'il y a plein d'usines chimiques partout dans les pays du Sud. C'est pour ça qu'on envoie nos déchets toxiques et nos déchets électroniques au Ghana ou en Europe de l'Est. Ah oui, si l'on veut prendre en compte les réalités environnementales, il faut les intégrer à la logique capitaliste de la valeur, ce qui implique d'étendre le domaine de propriété privée aux biens communs ou publics qui peuvent encore lui échapper. En gros, si une rivière n'appartient à personne, elle n'a pas de valeur. Donc il faut que tous les biens publics soient privés afin de leur donner une valeur et de permettre de savoir si on a le droit de les polluer ou pas. Ah, ça c'est marrant aussi, c'est la rareté. Pour qu'une chose soit propre à entrer dans la richesse individuelle indiquée Lauderdale, son agrément et son utilité ne suffisent pas. Il faut de plus qu'elle se trouve dans un certain degré de rareté. Réciproquement, tant qu'une richesse est abondante, librement accessible, elle ne saurait être appropriée avec profit. On ne peut convertir de la richesse publique en valeur privée qu'à la condition qu'elle devienne rare. Imaginez une contrée dotée de tout ce qui satisfait aux soins et aux agréments de la vie, et de tous côtés elle est arrosée par des ruisseaux de l'eau la plus pure. Que dirait-on de l'homme qui proposerait, comme moyen d'accroître la richesse de ce beau pays, le projet d'amener une bonne dizaine d'eau, au lieu de cette abondance que les habitants regardent comme un des plus grands bienfaits de la nature? Assurément, on le traiterait de fou. Il est pourtant vrai que son avis tendrait à augmenter la masse des fortunes individuelles, car l'eau, conservant toujours la qualité qui la rend utile et agréable, y joindrait dès lors la circonstance d'être rare et acquerrait par là une certaine valeur. Là est le paradoxe. L'accroissement de la richesse privée mesurée à l'aune de la valeur d'échange présuppose la rareté des biens publics correspondants, quitte à les raréfier artificiellement soi-même en organisant sciemment leur destruction. À l'époque de Lauderdale, cette scène d'appropriation destructrice des ressources hydriques était encore de l'ordre de la fiction. Elle n'en faisait pas moins déjà écho à des pratiques capitalistes existantes, tout particulièrement dans les colonies. Lauderdale prend l'exemple de la conduite que tenaient les Hollandais quand, dans les années trop fertiles, ils brûlaient une immense quantité d'épices, quand ils distribuaient des récompenses aux naturels des îles où croît le muscadier, pour les engager à en cueillir les jeunes fleurs et les feuilles vertes afin de détruire l'arbre. Si l'on veut saisir le véritable sens de la crise écologique contemporaine, il faut la replacer dans cette histoire-là, celle d'un système économique dont l'expansion a eu l'appropriation destructrice de la nature pour condition consubstantielle et la resituer comme Lauderdale nous y invitait par avance dans la continuité de la prédation coloniale et de l'accumulation primitive du capital. Une fois l'ancienne richesse publique niée et intégrée à la production marchande, ceux qui en tirent profit n'ont aucun intérêt, tout au contraire, à revenir à des états d'abondance hors marché. Une firme qui vend de l'eau en bouteille aurait plutôt objectivement intérêt à ce que disparaissent les fontaines publiques. Il faut dès lors que l'état de rareté se perpétue, voire s'accentue, ce qui est antinomique avec une politique de réhabilitation et d'extension des biens publics environnementaux. S'il était aussi facile de posséder le sol que de jouir de l'air, nul ne paierait de rente foncière, écrivait le jeune Engels. Fred. Il n'imaginait peut-être pas que la réciproque puisse un jour devenir vraie. À une ère où l'air pur devient rare, on ne tardera pas d'une façon ou d'une autre à nous le faire payer. L'extravagante promesse de l'économie dominante est de prétendre sauver la planète par l'expansion de ce même capitalisme qui est en train de le détruire. Dans une fantastique inversion du réel, les néolibéraux nous présentent l'appropriation privée comme étant la solution à un désastre environnemental qui est pourtant à la fois le produit d'accumulation privée antérieure et la condition renouvelée d'une appropriation marchande élargie, pseudo-romaine qui, comme dans les cas de dépendance toxique, n'est en son emprise qu'en aggravant le mal qu'il prétend soulager. Oh, 17 minutes, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long ces vidéos. Je suis vraiment désolée, mais je trouve ça super intéressant et en fait ça m'aide parce que comme ça je comprends mieux en vous lisant ces textes. Je vais vous lire une petite citation de Marx.
Les directeurs de la compagnie du Yorkshire ou du Lancashire prennent soin d'annoncer sur leur ticket qu'en cas d'accident quelconque, quelles que soient les blessures infligées, que ce soit par la propre... Salut le chien. C'est pas mon chien, mais il est très sympa. Les directeurs de la compagnie du Yorkshire et du Lancashire prennent soin d'annoncer sur leur ticket qu'en cas d'accident quelconque, quelles que soient les blessures infligées, que ce soit par la propre négligence des directeurs ou de leurs subordonnés, ils se considèrent absous de toute responsabilité juridique. Il semblerait que le capital possède une espèce particulière de moralité bien à lui, une sorte de droit supérieur, tandis que la morale ordinaire n'est censée valoir que pour les pauvres gens. Karl Marx. Le chapitre d'après parle du moment où les industriels ont remplacé leur responsabilité dans la pollution en prenant l'exemple des bouteilles plastiques. Ils se sont dit, la consigne, c'est vraiment pas rentable pour nous, donc on va encourager les gens à recycler et transférer la responsabilité sur les consommateurs et plus du tout sur les producteurs. Donc ça, je ne vais pas vous en lire des extraits parce que vous connaissez un peu tout ça. Les campagnes publicitaires sur le recyclage, la force psychologique d'essayer de faire croire que c'est aux gens de résoudre le problème alors que ce n'est pas eux la cause du problème. Je vais faire une dernière partie tout à l'heure sur la politique, qui explique pourquoi il vaut mieux une démocratie autoritaire et du libéralisme économique à une démocratie plus réelle et pas de libéralisme économique. Donc en gros, pourquoi les multinationales préfèrent de l'autocratie et parfois même de la dictature à des restrictions économiques. Voilà, je reviens tout à l'heure.